Donc merci encore. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet théorique. Quel visage pour une théorie du design? Je veux vous remercier de votre présence au nom aussi des organisateurs, Barbara Carnevali et Emanuele Coccia. Et c'est un projet qui démarre un peu à l'EHESS. Je vais vous donner un peu le cadre institutionnel pour situer les projets. Donc, il y a deux laboratoires qui sont impliqués, les CRAL et l'Institut Nico, les centres de recherche sur les arts et les langages, qui a comme tutelle l'EHESS, l'Institut Nico, ici, qui a comme tutelle l'EHESS et l'école normale. Donc là, on a cette situation. L'école normale, par le biais du département des études cognitives, dont les locaux nous utilisons aujourd'hui. Les deux font partie d'une entité qui s'appelle Paris Sciences Lettres. Comme ça, je fais déjà une bonne partie des logos pour la journée d'aujourd'hui. Et j'ai réussi aussi dans un autre exploit qui était d'avoir 6 chaises différentes pour les conférenciers. Alors, tout cela pour dire aussi que PSL a des écoles de design comme l'ENSAD, qui est la porte à côté. Pas mal d'autres écoles qui s'occupent des arts visuels. Les HESS et l'école normale ne vont pas créer un cours de design. Ça, c'est aussi pour rassurer mes voisins. Nous sommes intéressés au design comme objet théorique. Et en particulier, ce n'est même pas le design, c'est la théorie du design. Donc un double pas, une double prise de distance par rapport à notre objet. Et pour lancer cette réflexion ou cette conversation, on a invité 3 designers. Alain Fandeli de Nîmes, Rudy Bor de l'ENSAD et d'autres institutions. Je ne vais pas peut-être montrer tous les logos qui vous concernent, et Riccardo Falcinelli de l'ISIA de Rome, qui ont la particularité d'être des designers avec un regard théorique très poussé sur leur activité. L'idée institutionnelle est aussi liée au projet de séminaire que je vais inaugurer cette année à l'EHESS. J'ai un séminaire dont l'intitulé est les outils pour la connaissance, donc les artefacts cognitifs. On ne peut pas vraiment dire cognitif à l'EHESS, donc je dis les outils pour la connaissance. Une théorie du design et de ses conséquences sociales. Et bon, je vais travailler sur des questions qui sont liées au design dans les années à venir avec, je pense, mes coéquipiers dans cette aventure. Donc, réflexion théorique sur le design. Je crois que je vais montrer juste les déroulés de la journée. On a une première séquence aujourd'hui qui se termine avec la livraison de pizza pour tout le monde, vers 12h30. Et cette séquence prévoit la participation d'Alain Fandeli et Rudy Bor sous la présidence d'Emanuele Coccia. Donc ils vont agencer l'espace et les temps d'une façon un peu particulière. Ça m'inquiète. Je crois que la commande a déjà été faite, donc je ne sais pas. Il y a le... Oui, d'accord, ok. Ah oui. Après la pause, mais ça va être une pause aussi de travail. Enfin, c'est là qu'on espère pouvoir discuter, faire émerger des idées. Il n'y a pas de pause café parce que les cafés vont être disponibles en continu pour vous tous lors de cette première séquence. Et après, donc, la pause repas, on recommence avec Riccardo Falcinelli, sous la présidence de Barbara Carnevali. Et on a un dernier moment pour valider des pistes de recherche. Alors, le travail que j'aime bien faire, que je fais, c'est un peu un design du workshop. Moi, je n'aime pas tellement les workshops dans lesquels on va et puis on a des gens qui parlent, quelque chose qui se passe, enfin, pas trop. Je demanderai une participation active à chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé par ce petit exercice. Nous allons le faire de toutes les façons.
l'exercice consiste en ceci, au fur et à mesure que nos intervenants présentent des thèmes de leur recherche et d'intérêt commun, vous pouvez noter ce qui vous semble être une question de recherche intéressante à développer. Alors, une question de recherche, ce n'est pas la date de naissance de Gropius, trop petit. Ce n'est pas design et société, trop grand. Donc, c'est quelque chose qui a la taille d'une question qui peut être traitée dans un mémoire des masters. Voilà, c'est ça l'idée. Trouver des questions qui soient de cette taille-là. Les grains est relativement petit, mais pas trop petit. Et si vous voulez bien, vous voulez juste écrire vos questions de recherche sur des petits bouts de papier. Donc il n'y a pas de tweets ici, c'est juste des bouts de papier. Et au fur et à mesure, nous les passer et nous essayons de les traiter, de les organiser. Dans la séquence finale, on va un peu les organiser pour voir si on peut les hiérarchiser, s'il y a des choses qu'on aimerait faire dans les années à venir, si vous êtes aussi intéressé à participer à ces projets. Et ça nous aiderait, je pense, on en a discuté hier aussi, pour avoir un regard sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais juste passer la parole à Emanuele. Donc, je vais présenter le premier speaker de ce matin, c'est Alain Finelli. Alain Finelli, après des études en physique, sciences des matériaux, esthétique et architecture entre Lyon, Chicago, Montréal et Paris, il a enseigné pendant 35 ans à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, avant d'être rattaché tout d'abord comme professeur invité et ensuite comme professeur des universités à l'université de Nîmes, où il a fondé un centre qui est devenu parmi les centres les plus importants, si ce n'est les centres les plus importants des universités françaises d'études sur les designs, c'est-à-dire les ateliers de la recherche de design, et ensuite l'Institut ACT, l'équipe de sémiotique des arts et de design. Il est même membre du comité de plusieurs revues comité de rédaction de plusieurs revues de design, entre autres Design Issues, The Design Journal, Design and Culture et de Sciences du Design, qui est né il y a 2 ans, je crois. Et parmi ces publications, je voudrais rappeler un livre qui a fait date, qui est sur la pédagogie du Bauhaus de Chicago, et surtout de Moholy-Nagy, qui est sorti en 1995, dont le titre est « Le Bauhaus de Chicago, l'œuvre pédagogique de Laszlo Moholy-Nagy ». Bon, je te donne la parole et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Emmanuel pour ce rappel aussi d'une publication déjà ancienne, mais que je vais évoquer dans la présentation. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, les laboratoires, les différentes institutions qui nous accueillent ici. Et je voudrais commencer par dire que c'est particulièrement réjouissant pour le design d'être accueilli avec ce que j'aime bien appeler cette amitié intellectuelle, c'est-à-dire cette curiosité intellectuelle de disciplines qui nous sont pas étrangères, mais qui ne sont pas le cœur de notre métier, de notre travail, le cœur du design. Un intérêt assez récent d'ailleurs, qui nous a permis en quelque sorte de sortir du placard. En moins d'1 an, c'est le 2e laboratoire de recherche en France qui s'intéresse à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense quand on fait du design, quand on enseigne du design et quand on fait la recherche en design. Donc je prends ça vraiment comme un événement très réjouissant pour les perspectives évidemment d'avenir, notamment pour la jeune équipe de recherche là, qui a été mentionnée. Je dois signaler une petite mise à jour récente que nous avons été effectivement hébergés par l'Institut ACT de Paris 1 jusqu'à très récemment et nous avons coupé le cordon ombilical il y a 3 mois pour devenir désormais une équipe d'accueil de recherche autonome à l'Université de Nîmes qui s'appelle Project avec un K et qui est donc la première, comme on aime bien le dire, la première équipe de recherche en design sur le territoire français. Non pas francophone, puisqu'il y en a déjà ailleurs. Si j'avais... alors, je voudrais aussi remercier nos amis pour la commande
qui nous ont passés, et je suis désolé de dire que ça commence assez mal, parce qu'ils ont une attente en termes de contenu, quelles sont les théories sur lesquelles vous travaillez, etc. Alors que le titre de ma présentation, comme le montre l'image à droite, qui justement est une image qui date de la semaine dernière, aux ateliers de la recherche en design, donc cette communauté de recherche en design francophone, qui œuvre dans la communauté internationale de recherche en design, qui est majoritairement anglophone et anglo-saxonne. Donc c'est la 11e rencontre de cette communauté de recherche qui s'est tenue à Beyrouth, donc la semaine dernière, où je montre bien, qui est notre mascotte en fait, notre métaphore principale, qui est cette couronne de pin qui est avec un trou au milieu où le design se trouve. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qui se trouve sur la couronne dans laquelle il y a de la matière. Alors, mais la commande, d'un autre côté, est assez stimulante intellectuellement pour nous parce que ça nous oblige à expliciter un certain nombre de choses que nous n'avons pas pris l'habitude et pour lesquelles nous n'avons pas toujours les compétences, que nous n'avons pas explicité de façon suffisamment claire, peut-être, avec un langage qui puisse être entendu par des personnes et les amis intellectuels qui sont en dehors du cercle le plus étroit des écoles de design. Si j'avais 5 minutes pour résumer de façon un peu laconique qu'est-ce qui caractérise ce que je préfère appeler la vision du monde du design, je dirais que la façon dont nous contemplons, dont nous observons et dont nous scrutons le monde, qui nous caractérise, est la suivante. Le monde ne nous intéresse pas en tant qu'objet à comprendre, à analyser, à observer, mais le monde nous intéresse en tant que projet. Donc notre vision du monde, elle est projective ou projectuelle. Donc nous sommes intéressés dans le monde, non pas aux permanences, aux théories extrêmement générales, qui rendent compte de ce qui a une certaine stabilité. Nous sommes intéressés au processus. Nous sommes intéressés à ce qui change, parce que justement notre vision, elle est prospective. Alors c'est une vision qu'on peut qualifier d'historienne, mais ce n'est pas vraiment l'histoire, ce n'est pas principalement l'histoire. C'est-à-dire la partie qui se trouve derrière nous, dans les processus qui nous intéressent, les processus sociaux, les processus techniques, les processus scientifiques aussi, et les processus culturels, sémiotiques, mais ce qui se trouve en avant. Voilà ce qui nous intéresse. Donc nous, on n'est pas intéressés par savoir qu'est-ce qui rend le monde stable, parce que notre tâche en tant que designer, c'est de modifier l'état du monde, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il se trouve que j'ai plus que 5 minutes aujourd'hui, donc je vais un peu dérouler cette vision laconique, mais qui résume assez bien, en tout cas en ce qui nous concerne. Je dis nous, c'est un nous collectif, au nom duquel je vais parler ici. Nous collectif, mais en même temps un nous de majesté, comme on dit, c'est-à-dire un nous biographique, parce qu'il se trouve que ma carrière s'est déroulée pendant les années qui ont vu émerger finalement cette discipline académique ou universitaire nouvelle qui se trouve être le design. Donc je me trouve être le témoin direct de l'évolution de la discipline dans le cadre académique, dans le cadre universitaire. Je rappelle que, en dépit de ce qui a été dit au début, je ne suis pas praticien du design. Nous avons, j'ai à côté de moi un praticien, nous aurons un praticien cet après-midi qui va parler. Donc ce n'est pas en tant que praticien que je vais parler ici, mais c'est en tant qu'enseignant du design dans différentes écoles et dans différents cadres. D'abord, quelques rappels historiques sur la question de la recherche et de la recherche d'une théorie. Donc, ce que je vais évoquer ici, c'est d'une façon un peu maladroite, peut-être, et un peu éparpillée, comment on a tenté, dans un cadre universitaire et académique, de bricoler
En fait, c'est vraiment le terme. Comment on a essayé de se bricoler des éléments, des modèles théoriques qui nous permettaient d'abord de justifier notre place à une table comme celle-ci, et d'autre part, surtout, de féconder la pratique de nos étudiants et des étudiantes et de nos futurs professionnels. Donc, ça m'amène à dire que les critères de scientificité qui nous caractérisent, ce ne sont pas les critères habituels de la science, c'est-à-dire la vérité, la conformité à la réalité, je mets des guillemets évidemment à tout cela, mais c'est la fécondité pour la pratique. Donc tout notre travail théorique n'aurait pas de sens s'il ne parvenait pas à féconder nos pratiques, c'est-à-dire à les améliorer, évidemment, dans la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire transformer le monde pour le meilleur et pour le pire. Et ce sont ces tentatives de bricolage que je vais évoquer ici, sous forme d'un certain nombre de questions. Donc pour ça, je suis conforme à la commande, parce que j'ai compris qu'on était intéressé ici principalement à des questions et non pas à des réponses. Donc pour ce qui est des questions, vous allez être servis, j'espère. Alors quelques repères historiques. L'idée de se constituer un cœur théorique en design ne date pas d'hier ni d'avant-hier, mais date du début du siècle. Et c'est avec plaisir que je rappelle qu'au Bauhaus, déjà, cette idée était présente, puisqu'on distinguait parmi les enseignants des enseignants qu'ils appelaient les enseignants de la forme et des enseignants de la pratique. Donc cette dichotomie qui va empoisonner, mais qui va également caractériser toutes les écoles de design au sens anglo-saxon du terme. Je précise que quand je dis design, ça veut dire que l'architecture c'est du design, l'urbanisme c'est du design, le paysage c'est du design, le produit c'est du design, etc. Donc c'est dans ce sens-là, très moderniste du terme, du point de vue philosophique, que je vais utiliser le terme. Donc au Bauhaus, déjà, on s'était intéressé à développer, à constituer quelque chose qu'on a appelé théorie. Si on regarde le programme du Bauhaus qui est affiché dans l'exposition qui se tient actuellement à Paris, qui est le premier artefact qu'on voit dans l'exposition, il y a le plan de l'enseignement, et on voit que l'enseignement comprend trois domaines, le troisième étant le domaine qu'ils appellent wissenschaftlich und theoretisch, donc scientifique et théorique. La question, c'est qu'on a hésité longtemps à savoir qu'est-ce qu'on devait mettre sous ces termes-là. Alors, les premières tentatives ont été de Gropius, a dit je vais inviter des artistes qui ont démontré dans leur travail qu'ils avaient une réflexion qu'on peut qualifier de théorique sur la pratique artistique, sur les formes des objets qui résultent de la pratique artistique. Alors, notamment Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy et Oskar Schlemmer. Je pense que c'est les 4 théoriciens principaux du Bauhaus qui ont produit donc des œuvres qui ont été publiées et qui sont également exposées dans l'exposition aux arts décoratifs. Assez différentes. Hein. Kandinsky s'intéressait à une grammaire des formes, disons. Paul Klee s'intéressait davantage au processus à l'œuvre dans la nature et qui pourrait être transféré pour la pratique de l'art décoratif. Le mot design n'était pas utilisé. Moholy-Nagy était plus intéressé à une espèce de phénoménologie des matériaux utilisés dans les pratiques de design. Quant à Oskar Schlemmer, il donnait un cours qui s'appelait Der Mensch, c'est-à-dire l'être humain. Et je crois qu'il y a beaucoup d'écoles de design aujourd'hui et d'architecture et d'urbanisme qui gagneraient à s'intéresser au cours de Schlemmer qui a été un peu oublié, qui est un cours d'anthropologie générale, au sens où l'anthropologie au sens où les philosophes l'entendent. Voilà le cœur théorique du design au Bauhaus. Je vais assez vite. Gropius, ensuite, quand il a quitté le Bauhaus, a été invité à Harvard pour créer un cours d'architecture qui est inspiré du Bauhaus. Donc, Gropius sort d'une école qui a un statut d'école d'art et entre à l'université Harvard. Donc, il a un statut de professeur d'université qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire des enseignants en design, architecture, urbanisme, etc.
Et il développe donc à Harvard le fameux master en design qui existe toujours aujourd'hui. Et dans un article dans lequel il fait un peu le bilan de son travail à Harvard, il écrit un article qui a le titre que vous voyez affiché sur le tableau, « Est-ce qu'une science du design est possible ou est-ce qu'elle existe ?» Et sa réponse, à l'époque, ce qui va intéresser notre ami Ricardo de cet après-midi, il dit, s'il y a une science fondamentale pour le design, c'est la psychologie de la perception. Il dit que c'est celle-ci qui devrait être enseignée en priorité dans les écoles de design. À Chicago, Moholy Lodge, donc, comme ça a été rappelé gentiment par Emmanuel, refait vivre le Bauhaus à l'invitation principalement des hommes d'affaires de Chicago. Et Moholy Lodge s'intéresse aussi à cette question de savoir comment on pourrait améliorer ce qu'on a fait au Bauhaus précédemment. Et une des premières choses qu'il fait, il va à Columbia University, il va rencontrer John Dewey. Et John Dewey, il écoute Moholy Lodge pendant 1 heure et il tombe de sa chaise. Il dit, mais ce que vous essayez de faire à Chicago, c'est l'incarnation exacte de ma philosophie. Et il donne ce jour-là à Moholy Lodge le livre qu'il venait de publier, Art as Experience. Il dit, tiens, lis ça, tu vas voir, ça va t'intéresser. Et il recommande à Moholy Lodge d'engager au New Bauhaus Charles Morris, qui enseignait à l'Université de Chicago, qui est donc le sémioticien bien connu, je suppose, et qui a donné le premier cours de sémiotique dans une école de design, historiquement, 1937. Et Charles Morris était non seulement chargé d'un cours de sémiotique générale, donc la théorie générale des signes, dans lequel pour la première fois on voit apparaître les 3 composants principaux des signes, mais également il est chargé de ce qu'on a appelé au New Bauhaus l'intégration intellectuelle. Donc il avait un travail qui faisait en sorte de s'assurer de ce que j'appelle la pertinence du travail théorique pour le travail d'atelier. Ça, c'était le job de Charles Morris. Malheureusement, pour des raisons politiques, économiques, ça n'a pas duré longtemps, mais ça donne quand même une idée de ce qui précède le travail qu'on est en train de faire actuellement dans la communauté de recherche internationale. Ensuite, je vais assez vite, je passe la guerre, je passe sur Ulm, qui est une autre renaissance du Bauhaus en Allemagne qui mérite beaucoup plus d'attention que je le fais ici, parce que j'en parle même pas. Mais il y avait toutes les disciplines des sciences sociales et des sciences humaines étaient enseignées à Ulm. Et ce travail encore, le souci d'intégration intellectuelle, c'est-à-dire de construire la pertinence du travail théorique pour la pratique, a été également engagé à Ulm, où la sémiotique, encore une fois, prenait une place importante. Charles Morris a lui-même été invité à intervenir à Ulm. La date que j'indique ici, c'est la création de la première communauté de recherche en design, 1966, donc le Design Research Society qui fête cette année son 50e anniversaire, donc avec le début des colloques qui se sont tenus et 3 auteurs très importants des années 60, des fins des années 60, Christopher Alexander, Horst Rittel et John Christopher Jones, qui écrivent les premiers traités, qu'on peut dire, de théorie du design dans, évidemment, l'environnement intellectuel de l'époque. Le souci principal à cette époque-là était de rendre compte du processus de design, donc de la méthode de design. Donc, à l'époque, toute théorie du design était en fait une méthodologie du projet, une méthodologie de la pratique. Et la question qu'on s'est posée par la suite, c'est de savoir si toute théorie du design ne serait qu'une méthodologie de la pratique. Et s'il n'y avait pas autre chose que ça d'envisageable. En tout cas, ça a été une des questions qui m'a habité pendant très longtemps. Alors, pour ce qui est des méthodologies, donc des modèles méthodologiques, des modèles théoriques de la pratique, mon décompte le plus récent, sur le marché, là, il y en a à peu près 80, qui sont tous représentés par des schémas comme ceux que vous voyez ici au tableau. Donc, ce sont des discours diagrammatiques le plus souvent et métaphoriques, qui disent, ben voilà, le design, ça ressemble à ça. Quand on fait du design, voilà à quoi ça ressemble. Voilà quelles sont les étapes que nous traversons,
et quelles sont les questions qu'on se pose dans les différentes étapes d'un projet. À la fin des années 60, début des années 70, 3 auteurs absolument essentiels pour la constitution d'une théorie du design. Herbert Simon, qui nous soulage lorsqu'il nous dit que l'optimisation telle qu'elle est envisagée dans les modèles théoriques, dans les sciences sociales, notamment en économie, sciences de gestion, sciences administratives, n'est pas un horizon souhaitable. Le satisficing, donc des théories, des modèles satisfaisants. Donc, satisfaisants pourquoi? Satisfaisants pour passer à l'action, satisfaisants pour la pratique. Donc, encore une fois, le critère de pertinence est ici central. Voilà ce que développe Herbert Simon. Et en design, on se dit, ben voilà, ça nous convient. On ne sera jamais des scientifiques au sens où les physiciens, qui sont le modèle ultime de la scientificité, encore aujourd'hui, je crois, le pensent. Le deuxième, Donald Chun, MIT, philosophe. Donc Herbert Simon, il n'est pas designer. Donald Chun, pas designer non plus. Nigel Cross, lui, par contre, est designer. Alors, Donald Chun, son apport, c'est une réflexion sur l'épistémologie des pratiques professionnelles en général. Et dans son livre, qui est le plus intéressant d'ailleurs, c'est comment on doit former des professionnels, des professionnels réflexifs, comme il les appelle. Il prend comme paradigme idéal de la formation, il prend l'architecture. Il dit, voilà, on devrait former les avocats, les ingénieurs, les enseignants, tous les praticiens, les médecins, les infirmières, les criminologues, les travailleurs sociaux, comme on le fait dans les ateliers d'architecture, c'est-à-dire sous une forme conversationnelle, un modèle plutôt herméneutique qu'un modèle rationnel d'optimisation. Le dernier, Nigel Cross, c'est le premier à s'être efforcé de caractériser ce qu'il a appelé the designerly way of thinking, the designerly way of knowing et the designerly way of practicing. C'est-à-dire ce qui caractérise les processus mentaux d'un designer ou d'une designer quand ils sont en train de faire du design. Et c'est le premier à avoir insisté et réclamé avec beaucoup d'énergie un statut académique et universitaire pour le design. Donc de dire qu'il est tout à fait justifié d'avoir des écoles de design qui ont pour mission de former des praticiens et des praticiennes dans un cadre universitaire. Ce qui, par exemple, en France n'est pas encore le cas, puisque la formation pratique et professionnelle se fait dans les écoles de design ou les écoles d'art, alors qu'à l'université, on fait encore du discours sur le design, une chose qu'on a essayé justement de transgresser à Nîmes récemment. Alors, dans ces années-là, se prolifèrent également des modèles théoriques du design qui sont pour la plupart, j'ai un extrait d'un article qu'on a publié sur le sujet à l'occasion d'une thèse de doctorat, qui sont formulés sous la forme de métaphores. Donc on dit que le design, faire du design, c'est comme jouer aux échecs. Faire du design, c'est comme prendre une décision rationnelle. Faire du design, c'est comme faire de la recherche opérationnelle. Faire du design, c'est comme faire de l'art. Donc voilà, alors on en a énuméré une quarantaine, et on a, je dis on puisque le candidat doctorat, c'est son travail, Rabat Bouzbassi, qui est le co-auteur de l'article. On a identifié 3 grandes étapes ou 3 grandes typologies de modèles dans cet ensemble donc, qui a été dégagé de façon empirique sur les travaux publiés, sur les théories qui ont été publiées. J'en arrive maintenant, ça pour les rappels historiques, maintenant à mon cheminement personnel dans les questions. C'est jusqu'à quelle heure? 1 heure, 9h30. Dans les questions personnelles qui m'ont accompagné pendant la carrière. Donc je suis arrivé à cette faculté, la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, et qui historiquement est une création importante, a été créée en 1967, donc était créée dans le sein d'une université, une faculté qui a donc la même
le même statut que la faculté de médecine ou que la faculté des lettres ou que la faculté des sciences, qu'on a appelé faculté d'aménagement, qui est une traduction très imparfaite de ce qui s'était créé quelques années auparavant à Berkeley, où enseignait Alexander Horst Rittel, que j'ai cité tout à l'heure, et qu'ils ont appelé là-bas Environmental Design, donc le design de l'environnement. Donc la faculté de l'aménagement dans ce sens, donc dans cette acception très québécoise, hein, ce n'est pas la même chose que l'aménagement dans le cadre français, qui est plus l'aménagement du territoire, qui est plus le travail des politologues et des géographes. L'aménagement, c'est la discipline académique qui regroupe toutes les pratiques du design de la petite cuillère à la ville. Donc on trouve à la faculté d'aménagement, comme on le voit ici, une école de design qui fait design produit et design d'intérieur. Il n'y a pas de design graphique à l'Université de Montréal, mais il pourrait inclure le design graphique, inclut l'architecture, inclut l'urbanisme, inclut le paysage. Donc on forme dans cette faculté au niveau licence, ou l'équivalent de la licence si vous voulez, du master professionnel, des praticiens, donc des architectes qui ont le droit à la pratique, des urbanistes, donc des praticiens et des praticiennes, mais on a également dès 1968 un programme de doctorat en aménagement qui est une coquille vide. Parce que quand on nous a dit que vous avez un programme de doctorat, donc vous avez le droit de décerner des doctorats, vous allez avoir à encadrer des doctorants et des doctorantes, et les profs qui étaient là, j'étais pas prof, j'étais encore étudiant à cette époque, on s'est tous regardés en disant un doctorat en aménagement, un doctorat en architecture, à quoi ça ressemble, quel est le cœur théorique justement de ces disciplines. Donc la question était présente là, mais nous étions au sein de l'université et tout notre travail a été de justifier notre présence dans un cadre universitaire jusqu'au niveau doctoral. Qu'est-ce qui tenait lieu de théorie dans ces écoles à l'époque, et c'est encore beaucoup le cas dans beaucoup d'écoles d'architecture? Ce qui tenait lieu de théorie, c'était cette tradition de history and theory, cette tradition plutôt germanique en Europe, de critique, d'histoire critique des différentes doctrines. Donc ce qu'on appelait théorie de l'architecture, en fait, c'est une doctrine architecturale, c'est-à-dire c'est une théorie normative qui dit comment, idéalement, on devrait pratiquer l'architecture ou l'urbanisme. Voilà ce qui tenait lieu de théorie et ce qui était inscrit dans les programmes comme théorie de l'architecture, théorie de l'urbanisme ou théorie du design. Le modèle épistémologique qui se trouve derrière, c'est le modèle dominant qui nous encombre encore aujourd'hui dans beaucoup d'écoles professionnelles, qui est un modèle hérité du 19e siècle, qui est le grand narratif, qui est le narratif qui lie la théorie et le domaine de la théorie et le domaine de la pratique, le domaine de la réflexion et le domaine de l'action. Et ce narratif, lequel est-il? Le narratif, il est là dans la flèche verte. On considère que les pratiques sont déduites de façon quasiment automatique d'un travail théorique qui se fait dans un monde qui est différent de celui de la pratique. Donc toute pratique est une théorie appliquée, comme on le voit dans l'intitulé de beaucoup d'écoles, Institut national des sciences appliquées, où j'ai fait mon parcours justement d'ingénieur, École des arts appliqués. Donc tous ces intitulés dénotent ou démontrent que le modèle épistémologique dominant qui se trouve derrière, c'est l'idée que les pratiques ne sont pas autonomes du point de vue épistémologique. Et le grand mérite de Donald Chun, c'est d'avoir montré, au contraire, que les pratiques ont une épistémologie autonome, comme l'avaient déjà indiqué les historiens de la technique. Les historiens de la technique des années 60 et 70 ont montré que le grand narratif du 19e siècle, qui consiste à dire que désormais les technologies et l'industrie qui s'est développée au 19e siècle étaient des conséquences déductives du travail théorique qui se faisait en physique, en chimie et en biologie par la suite, que ce modèle épistémologique est faux, tout simplement. Et qu'on n'a pas à s'inspirer de ce modèle, par exemple, pour construire des programmes de formation professionnelle, que ce soit la médecine, l'ingénierie ou autre chose. La médecine est considérée encore beaucoup, sauf pour les facultés qui ont fait leur réforme pédagogique radicale, comme une application de domaines théoriques comme l'anatomie, la biologie, etc.
l'enseignement est encore beaucoup considéré comme la psychologie de Piaget appliquée à la pratique de l'enseignement. En fait, le statut de la théorie, c'est celui qu'on trouve dans le permis de conduire. Hein, quand vous passez votre permis de conduire, il y a une épreuve qu'on appelle théorique. Voilà, donc le discours qui se trouve dans le permis de conduire, voilà un peu ce qui tient lieu beaucoup encore de théorie dans de nombreuses écoles. Et c'est contre ce modèle, évidemment, qu'on s'est élevé, et on a commencé par se poser la question de savoir si cette relation donc, de la flèche verte n'est pas la bonne, quelle est la relation qui doit lier théorie et pratique, à la fois dans l'enseignement et dans la recherche. Donc, on voit là s'esquisser un modèle épistémologique d'une théorie dans laquelle la pratique doit absolument être présente, sous une forme ou une autre. Donc ça, c'est la chanson bien connue. Hein. Ce qui s'énonce bien s'énonce clairement. C'est pas vrai. Et les mots pour le dire, c'est pas vrai qu'ils viennent aisément. Le travail pratique, le travail d'incarnation de concepts et de théories est un travail en soi qu'il s'agit de d'écrire et de théoriser. Voilà comment on s'appliquait à résoudre ces questions. Et les trois auteurs que j'ai cités tout à l'heure se sont inscrits dans le cadre de ces questions. Une autre question qui nous a habités donc, à l'Université de Montréal à ce moment-là, ça a été à l'occasion donc, de deux publications. Le premier, c'est le livre à droite qui a été évoqué, dans lequel je me suis posé la question de savoir comment ça s'enseigne. N'étant pas designer moi-même, je me trouve recruté dans une école de design pour enseigner une profession qui n'est pas la mienne. C'est un peu inconfortable, mais c'est le meilleur moyen d'apprendre vraiment en quoi consiste cette profession. Donc, mes premières réflexions portent sur le défi pédagogique qui était le mien, de savoir comment enseigner le projet dans les ateliers, sachant qu'évidemment, au début, j'étais enseigné avec mon profil d'ingénieur, donc je faisais des cours de technologie, de sciences des matériaux, mais j'ai voulu pousser jusqu'au bout cet acte de me défroquer du monde de l'ingénierie pour toutes sortes de raisons et de rentrer dans un autre monde qui est le monde du design. Voilà, donc la question pédagogique m'a occupé pendant longtemps et elle a été assez féconde parce qu'elle soulève plein de questions et c'est la question de l'enseignement du projet qui était centrale. La deuxième image ici à gauche est le travail d'un projet de recherche qu'on a pu mener à Montréal sur la question de l'éthique dans le domaine du design et qui partait de l'hypothèse suivante. Nous étions à la recherche d'un cadre philosophique ou théorique ou conceptuel qui permettrait au moins de commencer à bricoler nos propres modèles conceptuels et théoriques. Et l'idée nous est venue que peut-être que ce ne serait pas dans le domaine de la recherche opérationnelle ou dans le domaine de la logique, de la logique de la prise de décision et de l'optimisation et qu'il fallait se tourner. Mais peut-être c'est dans le cadre de la philosophie éthique qu'il fallait se tourner parce qu'il y avait là des concepts comme le concept de poiesis, praxis, le concept de phronésis, de prudence pratique qui nous intéressaient beaucoup à ce moment-là. Donc on a poursuivi ce travail et d'essayer de voir si on pouvait aller puiser dans la philosophie pratique, dans l'éthique, les concepts qui permettraient de construire une théorie du design qui nous appartient. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les ouvrages, dans les auteurs qu'on a consultés, qui sont des auteurs qu'on connaît très bien? On trouve notamment cette distinction entre praxis et poiesis, entre deux actions humaines très différentes et très différenciées dans les ouvrages consultés, qui sont les ouvrages notamment de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, où cette distinction est plantée pour la première fois. On la retrouve chez Hannah Arendt, qui reprend évidemment le modèle. On la retrouve chez Boutinet, l'auteur de cette psychologie des conduites à projet, qui est un ouvrage tout à fait recommandable encore aujourd'hui, dans lequel il énonce une théorie générale du projet humain, une anthropologie du projet. Et dans le modèle qu'il présente, on trouve également cette dichotomie entre, d'une part, des actes humains qu'on appelle les actes de l'agir, de l'action humaine, et d'autre part, des actes humains qui sont les actes de fabriquer, de construire, de produire. Alors, on s'est demandé s'il ne pouvait pas exister, si la configuration logique de ces deux concepts ne pouvait pas, au contraire, s'exprimer de la façon suivante.
dans lequel on dirait que les actes du faire sont un sous-ensemble de l'agir humain en général. C'était audacieux comme hypothèse de s'opposer évidemment au monument aristotélicien, et on a eu la prudence d'aller consulter donc, les gardiens du temple. Il se trouve que l'école des Dominicains se trouve en face de la faculté de l'aménagement physiquement là, à Montréal, et qu'un des traducteurs de l'éthique à Nicomaque était un collègue du département de philosophie, Richard Bordéus. On va consulter les deux auteurs, ils nous disent non, c'est impossible, on ne peut pas penser comme ça. Il faut distinguer, les deux choses sont... Aristote n'aurait jamais pu imaginer le modèle de la droite. Donc oubliez ça, là, c'est trop exotique comme façon de penser. Et bien finalement, on ne l'a pas oublié, on a poursuivi cette idée, et je trouve qu'elle a eu une certaine fécondité, parce qu'elle a mené à ce modèle de la recherche-projet qu'on a développé par la suite. Bon, là je vais vite, ça a été un des premiers modèles qui en résulte, a été le modèle qui a été publié dans cet ouvrage, et qui est un modèle écologique sur lequel j'ai été amené à revenir 20 ans plus tard pour le modifier et le perfectionner, mais dans lequel on distingue que c'est un modèle que j'aime bien appeler un Ur-modèle au sens de Goethe, qui était à la recherche de modèles archétypiques ou de modèles, les plus archétypiques d'un phénomène. Pour Goethe, ça a été les plantes, pour nous, ça a été l'acte de design. Donc l'acte de design, on pensait à ce moment-là qu'il pouvait se résumer dans un modèle aussi simple que celui-ci, que je n'ai pas le temps de détailler ici, mais qui est détaillé dans les publications correspondantes. Mais enfin, dans lequel on distingue deux façons d'agir, c'est-à-dire deux actes de design possibles. Un qui est un acte sur le monde extérieur, donc qui est l'acte habituel du design qui consiste à modifier l'état du monde en introduisant un nouvel objet dans le monde, par exemple. Mais un autre acte possible, qu'on appelle ici l'action morale ou l'action politique, qui est un acte qui consiste non pas à résoudre un problème qui est un problème de design, mais à dissoudre le problème en disant que dans le monde intérieur, par la suite on l'a appelé comme ça, on pouvait agir de façon à ce que ce qu'on a pensé comme étant un problème important, qui aurait pour résultat de modifier l'état du monde extérieur, peut-être qu'on pouvait penser à une action sur le monde intérieur, individuel et collectif, qui ferait en sorte que finalement ce problème est un faux problème et qu'il appelle des solutions différentes, des solutions de type moral, éthique ou politique. C'est gonflé hein, pour l'époque. Une autre question qui m'a accompagné, c'est la question qu'on s'est posée quand on a créé un master en design, qu'on a appelé Design et complexité, et qui voulait refléter le fait justement que rappelez-vous, les liens entre théorie et pratique, de les mettre en œuvre dans un programme pédagogique sur lequel je vais passer très, très rapidement, dans lequel justement le lien entre théorie et pratique était présent sous la forme de ce qui me plaît parfois d'appeler le mythe de l'androgyne. On a là une androgynie à penser et à construire, qui est l'androgynie entre théorie et pratique, ou l'androgynie entre recherche et design, entre problèmes, questions de recherche et questions de design, et comment, dans le cadre d'un projet de recherche, notamment d'un projet de doctorat, on arrive à penser cette androgynie fondamentale du design. Une autre façon d'aborder la question a été ce travail qui a été publié dans cet ouvrage, qui est bien connu dans notre monde ici en France, et qui a été bienvenu dans le désert intellectuel et théorique qui était celui-ci à cette époque. Le résultat de ce travail, qui est un travail empirique de type phénoménologique goethéen, qui est un peu ma posture que je préfère adopter, sur qu'est-ce que les enseignants en design, les enseignants d'atelier considèrent comme étant la théorie, ou considèrent comme devant être la théorie qui alimente ou qui nourrit leur acte d'enseignant ou de formation de futurs professionnels. On a distingué trois grands modèles. Il y a des enseignants qui disaient, pour enseigner le design, on n'a pas besoin de théorie.
Donc ça, c'est la version no theory. Pour enseigner le design, il faut de la théorie, mais la théorie, on va la chercher dans des mondes qui sont étrangers au design. C'est ce que Barbara appelle de low-cost theory, j'aime beaucoup ce terme. Donc c'est ce qu'on a appelé dans l'article loose hermeneutics. On va chercher Baudrillard, on va chercher Derrida, on va chercher Heidegger pour dire, ben voilà, on fait de la théorie en design, mais on n'arrive pas à faire la jonction entre ce que disent donc ces philosophes tout à fait respectables et ce qu'on a comme tâche à faire, c'est-à-dire former des professionnels. La troisième, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure avec la flèche verte, que la pratique, c'est de la théorie appliquée, donc c'est le modèle plutôt de l'ingénierie, qui est encore dominant. Et à la suite de cette enquête, donc qui a duré plusieurs années, on arrive à la conclusion qu'il faut une quatrième théorie, qui est ce qu'on appelle la strong theory, une théorie forte du design, dont on cherche une configuration d'abord à la façon design, c'est-à-dire un schéma qui peut en rendre compte de façon plus ou moins métaphorique. Donc c'est le modèle de la couronne que j'ai déjà évoqué ici, et qui est le suivant. Le centre, le cœur du design, le design n'a pas de cœur théorique. Il va les emprunter de façon très opportuniste dans les disciplines qu'il considère à ce moment-là, dans le cadre du projet particulier qu'il occupe, un projet de design, dans les disciplines qu'il considère comme étant les plus pertinentes et les plus fécondes pour ce il ou elle a à faire. Voilà le modèle dominant avec lequel on a travaillé beaucoup. Et la strong theory, l'image qui m'est venue, c'est celle-ci. Il s'agissait ensuite de la théoriser et d'en rendre compte par un discours que nos amis intellectuels dans d'autres disciplines pourraient entendre et pourraient comprendre. Le modèle de la couronne est passé en 3 dimensions il n'y a pas longtemps dans un texte qui vient d'être publié où j'essaye de le perfectionner. Donc ça, c'est vraiment du travail de design sur des modèles graphiques et des modèles figuratifs où on essaye de comprendre, de rendre compte, d'incarner ce qui se passe un peu là, quelque part là, dans notre tête ou dans notre cœur ou dans notre conscience, que sais-je. Donc la question, on reprend après toutes ces tentatives, la question fondamentale, est-ce qu'une science du design est possible ou existe? Alors voilà comment, ça c'est les premiers modèles sur lesquels on a travaillé. Je passe très vite, celui-là je l'ai déjà évoqué. Ça c'est un autre travail qu'on a fait pour savoir, c'est-à-dire, voilà, essayons de voir d'abord qu'est-ce qui existe sur le marché de la théorie en design, depuis que de la théorie est publiée. Donc notre corpus empirique, c'est tout ce qui a été publié sous le nom de théorie du projet, ou théorie de l'architecture, ou théorie du design, ou théorie du projet, ou autre. Et on arrive à cette typologie, ça c'est le travail de Rabat donc, dans sa thèse, cette typologie où on a identifié 3 grands types de théories. Tout ça c'est publié, donc je passe assez vite. Et on observe que le glissement du centre d'intérêt des théories en question a glissé au cours de l'histoire. Il s'est déplacé d'abord les principales théories, qui sont ces théories normatives, ces théories d'architecture notamment, qui sont centrées sur l'objet et qui disent, voilà l'objet idéal de l'architecte, voilà l'objet idéal du design. Ensuite, on glisse dans les années 60 sur des théories qui s'intéressent plus au processus de design, au processus logique de design, donc c'est toutes ces théories de la méthodologie. Et plus récemment, on s'intéresse aux théories des dynamiques d'acteurs, qui sont les acteurs, ce qu'on appelle les parties prenantes du projet, qui incluent les destinataires, les bénéficiaires, les usagers des projets sur lesquels on travaille. Donc ça, c'est en amont du projet. Et en aval, on distingue 3 catégories anthropologiques des bénéficiaires, des usagers. Ça, c'est la partie peut-être la plus intéressante, très différente selon les 3 époques historiques considérées. Du point de vue théorique, les logiques épistémologiques dominantes changent selon qu'on se trouve dans l'un des 3 registres. On délibère soit sur les formes dans le premier cas, soit sur les processus, donc sur les logiques dans le second, et soit sur la configuration politique au sens large dans le 3e cas. Donc ce sont
des compétences intellectuelles complètement distinctes qui doivent être sollicitées par les designers. Donc toute théorie du projet, à partir de là, on dit que toute théorie du projet doit considérer les deux volets indissociables de tout projet, à savoir non seulement la partie conception, qui a fait l'objet de l'intérêt de la plupart des théoriciens, mais également la partie réception, dont on va surtout parler cet après-midi, si j'ai bien compris, et qui a été complètement négligée par les théoriciens jusque dans les années 80-90, parce qu'on pensait que la réception du livrable, du design, allait de soi, comme si la réception par les usagers et les bénéficiaires allait de soi, alors qu'elle est aussi complexe que la phase de conception. Donc c'est cette question donc, de la partie aval du modèle qui, depuis lors, nous sollicite, donc la question d'une anthropologie de l'usager. Les trois anthropologies sont schématisées ici. La première, c'est celle qui est centrée sur l'objet, considère l'usager comme un amateur d'art, un amateur de design en l'occurrence. Et si vous allez visiter l'exposition de Roger Talon, voilà, les objets sont dans des vitrines, comme au musée, et puis nous on vient, puis on admire les objets. Et c'est cette anthropologie de l'usager qui est dominante encore beaucoup dans l'idée qu'on se fait du design dans le grand public. Nous sommes des amateurs de design, pas compétents, les compétences sont chez les concepteurs, les conceptrices, et puis si ça ne nous plaît pas, on n'a qu'à fermer notre gueule en fait, c'est ça. On est au magasin, puis on choisit, mais on ne prend pas part au projet, et l'acte de réception est entièrement passif. Le deuxième, c'est l'usager rationnel, et ça c'est l'erreur de tous les premiers dispositifs de technologie numérique, où on considérait que les usagers étaient aussi intelligents que les ingénieurs qui travaillaient sur les interfaces, ce qui fait en sorte que toutes les interfaces que vous avez connues dans les années 90 et encore aujourd'hui, hein, notamment dans les services publics, sont tout à fait inutilisables et pas du tout user-friendly. Et le troisième usager, c'est l'usager quotidien qui a un projet, qui est dépositaire, et un usager actif au service duquel le projet de design doit se placer, c'est-à-dire un usager qui a pour projet d'habiter le monde. Donc c'est au service de ce projet que le projet de design doit se placer. C'est notre conception théorique et philosophique principale. Je passe à un article intéressant récent qui montre que sur un même programme de design, une même question de design, une même commande, on a adopté 3 anthropologies de l'usager différentes qui sont décrites dans l'article et on aboutit à 3 objets complètement différents. Donc c'est bien la preuve que la clé théorique et philosophique du design aujourd'hui, c'est l'anthropologie de l'usager et du bénéficiaire. C'est assez humble. Ça ne veut pas dire que l'anthropologie du concepteur ou de la conceptrice n'est pas importante. Elle est importante également, mais il ne faut surtout pas négliger l'autre. Je vais aller assez vite pour laisser de la place à des questions. Donc ça a déjà été évoqué. Voilà comment je pose un peu la justification de la présence du design dans un cadre universitaire, scientifique et académique, et comment je pose la difficulté de ce positionnement du design au sein des disciplines établies. Alors voilà, ça c'est l'image du monde tel que, du point de vue phénoménologique, on le rencontre. C'est l'image de quelque chose qui est incompréhensible, qui n'a pas de forme, dans lequel il n'y a pas de science, et dans lequel, en tant qu'être humain, on a un projet de compréhension du monde tel que phénoménologiquement il nous apparaît. Donc l'entreprise scientifique, donc, depuis l'époque moderne, est de découper ce monde en territoires dont se sont appropriées donc, les différentes disciplines que l'on connaît. Et la question du design, c'est de savoir est-ce qu'il y a une partie du territoire du monde qui peut relever du design, c'est-à-dire est-ce que le design a un objet scientifique particulier qui lui est propre, qui n'appartient pas aux autres disciplines,
ou bien est-ce qu'il n'a pas d'objet? Le grand drame du design, c'est que son objet principal, c'est la vie quotidienne des gens, de nos concitoyens, de nos concitoyennes. C'est l'objet le plus banal qu'on puisse imaginer, et c'est un objet qui ne suscite pas beaucoup. Ce n'est pas très sexy du point de vue intellectuel, du point de vue scientifique, de s'intéresser à la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire on se lève le matin, on se brosse les dents, on prend son petit-déj, on va à l'école, on prend le métro, on prend la voiture. Rien d'intéressant dans tout ça. Donc ça, c'est un des drames du design. Alors, la question, c'est de savoir quelles sont les lunettes avec lesquelles le design observe le monde. Les lunettes, je les ai évoquées dans ma description laconique du début de cette présentation. Parce que le design n'a pas pour objet, comme je l'ai dit, d'observer le monde et pour le comprendre, mais a pour objet de le transformer. Donc ça, c'est la question épistémologique que nous considérons comme étant principale du design. Est-ce que ça justifie sa place au sein du concert des disciplines scientifiques et universitaires? Tout projet de design, en fait, correspond à une de ces bosses, si vous voulez, dans l'état du monde. Et chaque projet de design a à se demander où il se situe dans le concert des disciplines pour faire son travail de façon adéquate. Voici un exemple, par exemple, dans le cadre du développement durable, où on identifie donc les trois piliers principaux du développement durable, à savoir l'écologie, enfin l'environnement, l'économie et la société. Et tout projet de design dans ce cadre-là doit se demander où est-ce qu'il se positionne. En haut, il se positionne plus dans une problématique qui concerne l'environnement et l'économie. En bas, il se positionne dans une problématique plus complexe qui inclut la dimension sociale. Par exemple, donc dans tout projet de design, on a à se poser cette question de comment on se positionne dans la couronne de pain, si vous voulez, par rapport à la couronne de pain. Toutes ces considérations m'ont amené à proposer la recherche-projet dans le cadre, cette fois-ci, de l'enseignement doctoral, la recherche-projet comme méthode de recherche privilégiée pour tout projet doctoral ou pour tout projet de recherche, et c'est la méthode qui est au cœur du laboratoire de recherche qu'on a créé à Nîmes, et qui m'ont amené à définir l'objectif de tout travail de recherche scientifique en design, que l'objet du design, c'est l'écologie humaine généralisée, voulant dire qu'elle dépasse l'écologie humaine que les biologistes, une forme d'éthologie. Ce n'est pas une simple éthologie humaine, c'est une écologie qui inclut les dimensions culturelles, les dimensions sociales, les dimensions psychologiques et les dimensions spirituelles de l'expérience humaine du monde, de l'expérience humaine d'habiter le monde. Et voilà, il se place de cette façon-là. Le design, il est justement, a pour objet, l'objet du design, ce sont ces interactions. Ces interactions dans une perspective non pas descriptive ou analytique, mais dans une perspective de projet. L'acte du design, dans un modèle comme celui-ci, c'est d'agir sur les interactions pour les modifier, encore une fois, on espère, pour le meilleur de l'habitabilité du monde des bénéficiaires de nos projets. Donc, c'est la notion d'expérience, d'habiter le monde, qui est centrale comme question philosophique, si l'on veut, chaque fois qu'on entreprend du design. Le modèle de gauche, vous voyez, dans les flèches, on peut privilégier soit des flèches dans lesquelles l'usager est porteur de besoins, ça c'est la vision éthologique de cette écologie générale, qui n'est pas satisfaisante, et c'est la vision dominante du design encore aujourd'hui. Avant tout projet, on se demande quels sont les besoins à satisfaire. On pense que ce n'est pas adéquat de penser de la façon suivante, on préfère penser de la façon qui est celle de droite, c'est-à-dire quels sont les projets de nos bénéficiaires, quels sont leurs projets d'habiter le monde, par exemple d'habiter le monde du régime fiscal français, quand on a par exemple à faire sa déclaration d'impôt sur Internet. Ça, on souhaiterait que ça se passe de la meilleure façon possible, et nous pensons que le design doit se mettre au service de ce type de micro-habitabilité
pour reprendre l'expression de tout à l'heure, si on travaille avec un grain plus fin. Les précautions épistémologiques d'usage sont nécessaires quand on pense de cette façon-là. Je passe là-dessus, on est en terrain connu. Et s'il y avait une définition de la pensée design, c'est-à-dire la façon propre des designers de penser le monde et de penser les problématiques du monde, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le design thinking, ça serait comme ceci que je privilégierais la façon de l'aborder. Je termine très rapidement par une ouverture sur qu'est-ce qui peut nous attendre ou quels sont les projets de recherche dont pourraient s'emparer des personnes intéressées à développer la recherche en design dans les années à venir. Je reprends ce modèle-là, c'est à partir de ce modèle qu'on s'est posé la question. On peut se poser la question de savoir, on a 3 typologies, est-ce qu'il y a une nouvelle typologie en émergence actuellement qui pourrait être envisagée? Il y a 2 hypothèses qui ont été imaginées, envisagées. La première qui se trouve à gauche, c'est qu'on revient au départ, c'est-à-dire à la perspective esthétique, mais on revient au départ de façon spiralée avec ce qu'on peut appeler une méta-esthétique. Une méta-esthétique qui serait le souci principal du design aujourd'hui. L'autre perspective, c'est celle de droite, qui consiste à dire quelle pourrait être l'étape suivante dans la motivation principale du travail du designer. On l'appelle ici de façon un peu maladroite dans le domaine de la conception, l'ontologie, et à droite l'anthropologie au sens philosophique. Et il se trouve que c'est plutôt celle de droite que nous explorons à Nîmes et qui est explorée actuellement dans un des ouvrages sur lequel j'ai la chance de travailler actuellement et qui fait l'objet d'un cours en ligne du MIT qui se tient depuis l'année dernière, un modèle théorique qui me semble être une bonne préfiguration de ce que pourrait être une théorie du design du futur, dans lequel, je la résume en 2 mots, on s'est intéressé jusqu'à aujourd'hui sur comment le design envisageait sa place et sa tâche pour travailler sur le monde extérieur. On pense que désormais, il faudrait également s'intéresser au monde intérieur, non seulement des designers, mais des usagers et des bénéficiaires de nos travaux. Et ce modèle théorique montre comment ce travail sur le monde intérieur devrait pouvoir se faire dans les années qui viennent pour conduire à des projets qui soient plus satisfaisants du point de vue de l'habitabilité du monde. Notamment, cette théorie est également une nouvelle théorie de la créativité et qui indique que la créativité, en fait, toutes les théories de la créativité, il y en a eu beaucoup hein, en art et en design, que la créativité, en fait, dans un projet, elle ne provient pas du monde intérieur des designers et des concepteurs, des conceptrices. La créativité, elle vient de l'avenir, dit-il, c'est-à-dire elle vient du contexte dans lequel le projet est pensé et conduit. Voilà, ça nous amène à le travail qu'on fait actuellement sur ces nouvelles formes du design, qu'on appelle le design social ou le design des politiques publiques. J'insiste pas trop là-dessus parce que c'est tout à fait dans le paysage parisien. Si ces choses-là vous intéressent, vous avez largement de quoi vous satisfaire. Travail de la 27e région en l'occurrence. Vous voyez, ici, il y a 4 problématiques de design qui s'éloignent beaucoup de ce qu'on peut voir dans l'exposition de Roger Talon, par exemple. On n'est plus dans des objets, dans des artefacts, on est dans des problématiques sociales dans lesquelles le design a la prétention de pouvoir, auxquelles le design a la prétention de pouvoir contribuer. Il y a des cours maintenant qui se font dans ce domaine. Je signale celui-ci qui est à Helsinki, à l'école de design donc de Helsinki, et auxquels ont participé des agents de la fonction publique en grand nombre, parce qu'ils ont compris que leur manière de penser les sciences administratives n'était plus adéquate et que la façon dont les designers pensent est peut-être une façon plus appropriée pour faire leur travail comme il faut, et c'est ce qu'on s'est employé à faire à Nîmes, à la fois dans le master donc, qui forme nos étudiants au design social et dans l'équipe de recherche donc, dans laquelle on va travailler dans cette perspective. Je vous remercie pour votre attention et votre patience.